Les petits miracles. Phuoc ou les dangers de la noix de coco. Île de Pulo Bidong, Malaisie, 1979. Les haut-parleurs crépitaient, couvre-feu dans 2 heures, réunion du comité du camp à 18 heures. En cette fin d'après-midi du mois d'août 1979, Phuoc descendait la rue Tudo en se frayant un chemin parmi la foule compacte qui montait et descendait cette voie marchande bordée de paillotes où se vendaient légumes et lessives, vêtements et soupes chaudes. Il commençait à faire nuit et les bazars étaient éclairés par des canettes de coca transformées en lampes à pétrole. Bienvenue à Pulo Bidong, une île paradisiaque de Malaisie, sable fin et cocotier, étrange bout de montagne surgissant de la mer. C'est là que le gouvernement de Kuala Lumpur avait décidé de regrouper les Boat People, 46 000 réfugiés, s'entasser sur cette île d'à peine 1 km². Les Boat People se souviennent encore de cet exil des Vietnamiens fuyant le régime communiste installé dans leur pays. Des flots de réfugiés entassés sur des embarcations de fortune quittaient les champs et les villes pour aller chercher la liberté. Ils erraient sur la mer dans des périples au bout de l'horreur. Des bateaux surchargés, sombrés, d'autres étaient la proie de pirates, violeurs et assassins. Pour sauver ceux qui pouvaient encore être sauvés, Bernard Kouchner monta l'opération Un bateau pour le Vietnam. Il mobilisa des intellectuels prestigieux comme Jean-Paul Sartre, Raymond Aron ou encore André Glucksmann, mais aussi des stars comme Yves Montand ou Simone Signoret. À force de volonté et d'opiniâtreté, Bernard parvint à alerter l'opinion. Il voulait tenter une action exemplaire. Bernard nous harcela, Éric Chesson et moi-même, pour que nous rejoignions les chirurgiens de l'île de Lumière, le navire hôpital s'apprêtant à croiser en mer de Chine. C'est ainsi que nous restâmes 2 mois au large du Pulo Bidong, apportant le secours de la médecine à une population totalement démunie. Il y avait bien un dispensaire dans le camp de fortune installé à terre, mais notre hôpital flottant était chargé d'accueillir les cas graves, ceux qui devaient être opérés, ceux qui devaient être placés en réanimation ou encore ceux qui avaient besoin d'une radiographie ou d'une hospitalisation urgente. Phuoc était un jeune garçon de 14 ans. Il avait quitté Vang Long au sud du Vietnam 3 mois auparavant. Ses parents avaient donné au passeur 5 taels d'or, une forte somme, mais un espoir aussi. En effet, Phuoc faisait partie des enfants hameçons, enfants envoyés vers l'Occident, le plus souvent vers les États-Unis, pour y être admis comme réfugiés avant de faire venir leur famille. Les parents de Phuoc envoyaient donc une partie d'eux-mêmes tenter l'aventure vers de nouveaux horizons, car pour eux, plus rien n'était possible dans le Vietnam farouchement communiste. Le jeune garçon avait en effet une mauvaise origine, comme disaient alors les dirigeants vietnamiens. Ses parents avaient travaillé avec les Américains. En conséquence, ce fils de traître ne pouvait intégrer ni le lycée ni l'université. Ce jour-là, à Pulo Bidong, Phuoc se pressait car il voulait rejoindre ses amis sur la plage et surtout réserver sa place pour dormir. Il passa rapidement devant une sorte de café d'où sortait une musique. C'était Love Me Please, une chanson de Michel Polnareff, tube du camp de réfugiés. Phuoc gagna la plage transformée en décharge à ciel ouvert, mélange de sable et d'excréments répandus autour des squelettes de bateaux échoués. Dans ce répugnant cimetière marron, Phuoc et d'autres jeunes avaient construit leur petit abri, lieu de rencontre et de repos. 2 de ses amis l'appelèrent. Phuoc, on t'attend pour la soupe po. Le garçon s'avançant en bordure de plage, au niveau des cocotiers, soudain, une rafale de vent, une grosse noix de coco se détacha de l'arbre et tomba au moment précis où Phuoc passait en dessous.
Choc brutal, sec, le garçon s'écroula comme foudroyé. Ses amis se précipitèrent, le garçon saignait abondamment de la tête. Il ouvrit les yeux, prononça quelques mots incompréhensibles et sombra dans l'inconscience. Un attroupement se forma. Il faut aller chercher le chef, il faut appeler le docteur, il ne faut pas le bouger, ne pas lui donner à boire. Le médecin du dispensaire qui venait d'être alerté arriva pour examiner le blessé. C'est grave, sans doute une fracture du crâne. Allez chercher le docteur français. Le docteur Bernard Rousseau, un chirurgien de l'île de Lumière, se trouvait alors dans le camp. Pendant que quelques-uns partaient à sa recherche, Fuok ouvrit les yeux et reprit connaissance. « J'ai mal à la tête, dit-il. » C'est alors que Bernard Rousseau arriva et donna ses ordres. « Il faut vite le prendre à bord, c'est du sérieux. » Des bras robustes chargèrent le garçon sur un brancard fait de bambou et de toile, et une longue file avança vers l'embarcadère. Un petit canot à moteur chargea Fuok, tandis que le médecin communiquait par talkie-walkie avec le navire hôpital. « Nous amenons un trauma crânien grave. Préparez la radio et le bloc. » Au loin, éclairé par des projecteurs, s'est détachée la masse blanche de l'île de Lumière, grande forme majestueuse et immobile. L'arrivée du blessé par l'échelle de coupée fut quelque peu acrobatique. J'eus la charge de l'accueillir sur le pont. Ce fut alors un peu comme dans un hôpital parisien, des ordres brefs, des gestes précis. Vite, une radio, puis au bloc, ordonna l'anesthésiste. Un vieil appareil de l'armée américaine permit de prendre les indispensables clichés. On y voyait une fracture temporale gauche avec une embarrure, c'est-à-dire un léger enfoncement de la voûte crânienne. Au bloc opératoire, l'état de Fuok s'aggrava soudainement. Visiblement, il souffrait d'un début de paralysie du côté droit et son visage était dévié, tordu. Le garçon s'enfonçait dans l'inconscience. Le choc avait provoqué une hémorragie au niveau de la dure mère, l'enveloppe qui contient le cerveau, et cette hémorragie comprimait le cerveau, entraînant paralysie et coma. Il fallait d'urgence percer la voûte crânienne afin d'évacuer l'hématome et de permettre au cerveau de retrouver toute sa place. Je dis à Rousseau, à Paris, il serait trépané après un scanner. Eh bien, c'est exactement ce que l'on va faire ici, sans scanner, avec les moyens du bord, me répondit le chirurgien. De toute façon, il est foutu si l'on ne fait rien. Il faudrait une chignole, il faut appeler Paul. Paul, le chef mécanicien, dénicha dans son atelier une vieille perceuse électrique. « Tu as une mèche de 13 ?» lui demanda Rousseau. La mèche devait être stérilisée. Elle fut donc trempée dans un liquide antiseptique. L'intervention commença sans anesthésie du fait du coma. Il faisait très chaud dans le bloc. Nous opérions torse nu et pieds nus. Nous étions les chirurgiens aux pieds nus. Mon rôle était d'assister Rousseau. C'était lui qui officiait car il avait suivi une formation de neurochirurgie, ce qui n'était pas mon cas. D'abord, nous arrêtâmes l'hémorragie de la plaie cutanée sur le crâne, puis le chirurgien pratiqua une sorte de scalp. Le muscle temporal devait être décollé pour arriver directement sous la voûte crânienne. Rousseau demanda ensuite que l'on entoure le moteur de la perceuse d'un gant stérile et, dans un bruit d'enfer, perfora en 4 endroits l'os temporal déjà fracturé. Un flot de sang gicla aussitôt de ces 4 trous. Le chirurgien décolla légèrement une partie de la voûte crânienne pour aspirer les caillots sanguins qui restaient à l'intérieur. Il remit ensuite tout en place. En 2 heures, l'affaire était parfaitement bouclée. Fuok sortit lentement de son coma pendant l'opération, ce qui obligea l'anesthésiste à le rendormir aussitôt. Un grand bandeau blanc sur la tête, le garçon fut placé en réanimation entre une jeune fille atteinte d'une méningite tuberculeuse et un enfant souffrant de malnutrition au dernier stade. Le lendemain, Fuok était presque en pleine forme. « Je ne me souviens de rien, mais j'ai mal à la tête, dit-il. Puis il s'agita, très anxieux. « Où est mon short ? Je veux mon short !» Quelle importance pouvait avoir ce dérisoire morceau d'étoffe ? Devant l'insistance de Fuok, on se mit tout de même en quête de ce fameux short.
Par chance, on le retrouva. Soulagé, l'enfant nous montra quelques mots finement brodés à l'intérieur de l'ourlet. C'était l'adresse de son oncle aux États-Unis, en Californie, l'adresse de son futur. Aujourd'hui, Phuoc est en parfaite santé. Il est informaticien en Californie.